Daniel Rossella, bonjour. Bien le bonjour. Vous êtes le syndic de la ville de Nyon. On va commencer directement cette interview depuis les plateaux de NRTV. Est-ce que la ville de Nyon est à feu et à sang, comme on a pu le lire dans la presse? Non, le titre ne correspond pas à la réalité. Il y a une situation extrêmement difficile, une situation pénible avec des gens en souffrance, c'est vrai. Il y a quelques dysfonctionnements qui ont été constatés, c'est vrai aussi. La municipalité a pris ça très au sérieux depuis quelques mois déjà. Et puis nous sommes en train de trouver ou d'imaginer un certain nombre de solutions pour remédier à cet état de fait. Alors j'aimerais aujourd'hui connaître votre sentiment, votre état d'esprit. Est-ce que c'est la plus grande crise que vous ayez vécue? Oui, sans conteste. Depuis que je suis à la municipalité de Nyon, c'est une situation assez irrationnelle. Difficile, on a eu d'autres difficultés, on a eu d'autres problèmes, on a eu d'autres contrariétés, des échecs. Mais là, c'est une situation qui est particulièrement difficile parce qu'il en va de relations humaines où on constate que des gens sont en souffrance et qu'on n'a pas des solutions immédiates pour remédier à ça. Donc, on a un peu un sentiment d'impuissance, même si on est dans l'action. Alors d'impuissance, pourtant, c'est vous qui menez la barre, Daniel Rossella. On est au lendemain des articles parus dans la presse qui amènent évidemment sur la place publique aujourd'hui le fait que l'administration de Nyon traverse une phase particulièrement difficile. Je voudrais que dans cette interview, on reprenne un peu le temps d'analyser les faits ensemble. Pierre Muller, ancien juge cantonal, a été mandaté par la municipalité dans le cadre de la mise en œuvre d'une procédure administrative ayant pour but d'examiner des difficultés au sein de l'administration communale. On va reprendre l'historique ensemble, Daniel Rossella. Le 1er septembre, la commission du personnel envoie un mail au personnel en rédigeant, je cite, « Le mobbing, sous toutes ses formes, doit être combattu et ne doit pas avoir sa place au sein de l'administration communale. » La commission rappelle alors que le personnel peut s'adresser à la commission, mais aussi au SSP. Un peu plus tard, vous signez un mail adressé au personnel en demandant aux éventuelles victimes ou témoins de s'adresser directement à la municipalité. Pourquoi ? Alors d'abord, il n'y a pas que la voix de la municipalité, on a aussi une personne de confiance. Ça veut dire que si un membre de l'administration ou une personne qui aurait des difficultés souhaite s'exprimer, elle peut le faire par plusieurs canaux, dont un avec une personne de confiance, et dans ce cas-là, l'anonymat est garanti. Il faut savoir que depuis une année à peu près, le service de l'administration générale est sous forte pression, avec beaucoup de travail. Il y a eu une phase difficile avec la fin de la législature, la préparation des élections, le bilan de législature, le début de la nouvelle législature, sans parler de quelques événements comme la visite du Conseil fédéral. Effectivement, il y a eu une surcharge de travail qui a engendré un certain nombre de tensions. Ces tensions se sont transformées en conflits, ça fait plusieurs mois. On a tenté depuis le mois de mars de trouver des solutions. Peut-être que la méthode était trop douce ou pas assez interventionniste, mais nous avons été à l'étude. Insister sur cette question, parce que le 1er mars, vous demandez aux victimes ou aux témoins de s'adresser directement à la municipalité. Pourquoi ce chemin direct ? Parce que c'était une des possibilités. À partir du moment où la commission du personnel dit que le mobbing n'est pas acceptable, on ne peut qu'être d'accord. Bien sûr que le mobbing n'est pas acceptable, le harcèlement sous toutes ses formes non plus. Dans ce cas-là, on voulait simplement dire « mais on est à votre écoute ». C'était ça le message. À ce moment-là, alors pourquoi est-ce que les RH ne sont pas sollicités ? Alors les RH ont été à un moment sollicités, ont même joué un rôle actif dans cette affaire. On a donc décidé en juillet de lancer l'enquête administrative parce que c'est la seule solution que nous avons dans une administration publique. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre le public et le privé. Si vous êtes dans une entreprise privée et que, par exemple, il y a un chef qui a un problème avec son adjointe, ben, la direction va décider de se séparer d'un des deux, voire des deux personnes. Dans une administration, il faut établir les faits et prouver qu'il y a des fautes avant qu'on puisse procéder à un avertissement ou un licenciement. Donc la voie, elle est assez différente. Donc on a été contraint de lancer une enquête administrative par un mandataire externe, par quelqu'un de neutre, de compétent. C'est M. Pierre Muller, effectivement, 25 ans juge cantonal. Et c'est lui qui a conduit cette enquête administrative. On vient de recevoir le
le rapport, la municipalité est en train de l'étudier et va prendre des décisions sur la base des recommandations de l'enquêteur. Alors on va justement s'intéresser à cette enquête. J'aimerais juste qu'on précise ici le terme. Est-ce qu'on parle d'enquête, d'audit, de procédure administrative? De quoi est-ce qu'on parle exactement? C'est une enquête administrative qui, selon le statut, est un préalable indispensable avant toute décision de la part de la municipalité. Ensuite, la municipalité, sur la base des recommandations de l'enquêteur, va faire des propositions de décision, va dire, voilà, nous envisageons telle décision, et ces décisions, à l'encontre de certaines personnes qui pourraient intervenir, permettront aussi aux gens d'avoir un droit d'être entendus. Et c'est ensuite seulement qu'on pourra, le cas échéant, prononcer des sanctions. Aujourd'hui, pour revenir sur cette enquête notamment, j'aimerais comprendre, Daniel Rossella, quel est l'élément déclencheur? À quel moment vous vous dites, maintenant, il faut que cette enquête soit faite? Alors d'abord, on a tenté une forme de médiation qui a échoué. Ensuite, on a tenté... Qu'il y ait une médiation, il faut qu'il y ait deux personnes. Hein. Oui, c'est ça. Qui est qui? Il y avait, alors, on n'a pas le droit de dire quelles sont les personnes. On doit respecter la sphère privée de ces personnes. Il y a eu une situation conflictuelle. On a tenté entre ces personnes de résoudre le problème par une voie plutôt douce, c'est-à-dire d'abord tenter une médiation. Ensuite, j'ai demandé à ces deux personnes de faire état des reproches réciproques qu'elles s'adressaient. Et puis, on a convenu au bout d'un instant qu'après avoir tenté ces démarches, on était dans une situation de rupture du lien de confiance. Avec des lien de confiance envers qui? Entre deux personnes. Et à ce moment-là, comme il y avait des reproches réciproques et que la municipalité ne pouvait pas décider qu'une avait raison et l'autre pas, on a demandé cette enquête administrative à une personne neutre et compétente. Aujourd'hui, est-ce que ces deux personnes sont encore en fonction? Les deux personnes, bien sûr, sont encore en fonction. Elles sont malheureusement en arrêt maladie. Et puis, au cours des prochaines semaines, la municipalité va leur communiquer sa décision. Pourquoi est-ce que cet arrêt maladie intervient maintenant? On sent qu'il y a des tensions, d'accord, mais est-ce que c'est dû à cette enquête? Alors, c'est clair que l'enquête est un élément difficile. C'est une période d'incertitude. Pour les gens, ça accroît encore la souffrance qu'il y avait avant. Donc l'enquête est menée par quelqu'un qui va interroger de nombreuses personnes pour se faire une idée de la situation et examiner est-ce qu'il y a des fautes. Est-ce qu'il y a des fautes graves? Est-ce qu'il y a des fautes qui mériteraient une révocation? Ça veut dire un licenciement. Dans le cas précis, ce que je peux vous dire, c'est que les premières conclusions que nous avons pu analyser nous permettent de dire qu'il n'y a pas de raison de licencier une personne, qu'il n'y a pas de mobbing, qu'il n'y a pas de harcèlement, qu'il n'y a aucun élément pénal. C'est définitive à ce stade? C'est les recommandations de l'enquêteur et la municipalité n'a pas vraiment de raison objective de s'éloigner des recommandations de l'enquêteur. Est-ce que la municipalité, dans son ensemble, a eu accès à ce document? La municipalité vient de recevoir le document. Les municipaux sont en train d'en prendre connaissance. C'est 200 pages du rapport d'enquête. Donc la municipalité est en train de prendre connaissance de ce document. On a plusieurs séances qui sont prévues pour examiner les changements qui devront être apportés, parce qu'il y a eu des problèmes personnels, mais ces problèmes révèlent aussi quelques carences dans l'organisation de l'administration. Ça veut dire qu'il y aura probablement des mesures structurelles à apporter. Donc les prochaines étapes, ça va être des analyses du fonctionnement de deux services principalement, le service RH et le service de l'administration générale. Ces audits, ces analyses vont nous permettre d'améliorer un certain nombre de choses sur le plan structurel qui devraient nous permettre d'éviter autant que possible qu'on se retrouve à nouveau un jour dans une situation de ce type. Aujourd'hui, ou plutôt comment est-ce que ces personnes qui ont été entendues par le juge ont été choisies? Vous me dites plusieurs personnes. De qui est-ce qu'il s'agit? Alors d'abord, nous n'avons pas demandé que l'enquête soit dirigée spécialement contre une ou autre
personnes. On a constaté des dysfonctionnements. Donc on a dit à l'enquêteur, voilà, il y a des dysfonctionnements, il y a un conflit entre des personnes et c'est à vous de mener l'enquête et de décider qui vous voulez interviewer. Les personnes ont évidemment été entendues et elles ont pu dire « moi j'aimerais que telle autre personne puisse s'exprimer ». Donc au total, une vingtaine de personnes ont été entendues par l'enquêteur qui s'est fait une opinion sur la base de ce qu'il a entendu, mais aussi d'un certain nombre de documents qui lui ont été remis. L'enquêteur s'est fait une opinion et l'a transmise à la municipalité. Est-ce que la municipalité a dû répondre aux questions du juge ? Non, pas directement. Là, j'ai été appelé à fournir quelques documents. Il y a 2 autres municipales qui ont été entendues parce qu'elles avaient demandé à pouvoir s'exprimer devant le juge. Et puis, ces documents ont été intégrés dans l'enquête, mais l'enquête n'était pas dirigée sur le fonctionnement de la municipalité, mais uniquement sur le fonctionnement de l'administration. 2 municipales ont donc été entendues. Absolument. Est-ce que les personnes qui, justement, ont été entendues pourront avoir accès à ces documents et aux conclusions de l'enquête, si elles le souhaitent? Alors, il y aura un retour. Il faut savoir qu'on a 2 éléments. Le premier, c'est évidemment de garantir l'anonymat d'un certain nombre de témoignages, mais aussi le respect de la vie privée des gens ou de la protection de la personnalité. Ça veut dire que les gens n'auront accès qu'à ce qui les concerne directement. Donc, nous allons leur transmettre, il y aura un retour forcément, il y aura un retour aux personnes directement concernées, et puis il y aura un retour à l'administration, notamment par rapport à des améliorations sur le plan structurel. J'aimerais qu'on s'intéresse un petit peu à présent aux ressources humaines, à l'organigramme de la ville de Nyon. C'est vrai qu'une nouvelle composition, des nouveaux dicastères sont arrivés et j'aimerais comprendre, on va prendre des exemples, y aller un petit peu au cas par cas. Concernant la chargée de projet, elle a été nommée secrétaire municipale ad interim. Pourquoi ? Alors, on a nommé, dans l'occurrence, qui était chef de projet, on l'a nommée secrétaire municipale adjointe parce qu'il y avait une maladie du secrétaire municipal. Donc, l'absence du secrétaire municipal, pour une période indéterminée, nous a obligés à prendre des mesures pour que l'administration fonctionne. Une maladie du secrétaire municipal, j'entends. Pourtant, une secrétaire municipale adjointe existe. Pourquoi ce n'est pas elle qui reprend cette fonction-là? Parce qu'elle est également en arrêt maladie. À ce moment-là, elle était aussi en arrêt maladie. Absolument. Aujourd'hui, si cette personne-là, par exemple, souhaite reprendre ses fonctions, est-ce qu'elle le peut? On ne peut pas le dire maintenant, puisqu'elle fait partie des personnes qui ont été entendues et le juge a émis des recommandations à son sujet. La municipalité n'a pas encore pris des décisions sur l'avenir de cette personne. Concernant le chef de service des ressources humaines, concernant également le secrétaire municipal de la ville de Nyon, aujourd'hui, on a l'impression que toute cette histoire est cristallisée autour de ces 2 pôles, qu'il y a 2 clans, une division au sein de la municipalité. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que tout est cristallisé autour de ces 2 pôles? Alors, c'est clair que quand il y a une situation de conflit, il y a assez souvent une dérive clanique. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont prendre parti pour l'une ou pour l'autre des personnes. Et effectivement, dans le cas précis, c'est ce qui s'est passé, qu'il y a également des tensions connues entre le chef du service RH et le secrétaire municipal. Il ne nous appartenait pas à nous de dire qui avait raison, qui avait tort. C'est la raison pour laquelle c'est l'ancien juge au tribunal cantonal qui a mené cette enquête et qui a interrogé notamment ces 2 personnes. Et c'est vrai que ces tensions provoquent des dysfonctionnements dans l'organisation de l'administration et on a pu constater qu'il y avait eu un certain nombre d'erreurs, un certain nombre de fautes, qu'il y a également des carences dans la gestion d'un certain nombre de situations. Et c'est ça que la municipalité va examiner au cours des prochaines semaines. Mais aujourd'hui, l'élément déclencheur de cette tension entre ces 2 pôles, d'où est-ce qu'elle vient? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a souvent des situations de ce type. On a des tensions entre des personnes.
Ces tensions, elles peuvent résulter d'un contexte, notamment dans le fait qu'il y avait une surcharge d'activité. Et puis ensuite, ces tensions, si elles ne sont pas résolues, et là nous avons essayé de les résoudre, mais on doit constater qu'on n'a pas réussi, quand ces tensions ne sont pas résolues, on arrive à des conflits. Et si le conflit n'est pas rapidement résolu, on arrive à une crise. C'est exactement la situation. Et puis ce qu'il faut voir, c'est qu'une enquête comme celle que nous avons menée, qui dure 3 mois, crée une situation de stress, voire de souffrance. Pourquoi? Parce qu'il y a une inconnue sur l'avenir. Ça veut dire qu'on a plusieurs personnes qui ne savaient pas si elles allaient être sanctionnées, si elles allaient être licenciées, qu'est-ce qui allait se passer de leur avenir. Donc ça engendre forcément une situation très stressante pour les personnes. Donc dans une situation de ce type, on peut parfaitement comprendre. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quand il y a quelqu'un qui accuse quelqu'un d'autre, bien sûr qu'on doit être à l'écoute des victimes, c'est l'essentiel. On ne peut pas ignorer un appel de quelqu'un qui est potentiellement victime d'un conflit. Mais on n'a pas le droit, excusez-moi, on n'a pas le droit, non, laissez-moi finir, on n'a pas le droit non plus de condamner quelqu'un comme ça sans procès. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un se plaint qu'il a forcément raison. Et on doit aussi être attentif à ne pas condamner injustement ou accuser injustement quelqu'un. Donc la procédure que nous avons choisie, qui est l'enquête administrative, nous permet d'avoir une vision sur la situation et de pouvoir déterminer est-ce qu'il y a eu des fautes, est-ce qu'il y a eu des carences et quels sont les problèmes. Et la recommandation de l'enquêteur à la municipalité, c'est de dire voilà les mesures que vous devez prendre, soit des sanctions, soit des mesures structurelles pour améliorer les choses. Mais Daniel Rossella, ma question c'était, est-ce que des gens sont directement venus se plaindre à vous? Puisque c'était finalement aussi votre souhait, est-ce que des gens sont venus se plaindre à vous? Alors, à partir du moment où on a lancé l'enquête administrative, des gens ne sont pas venus vers moi. On avait déjà identifié des personnes qui étaient dans une situation difficile et qui avaient fait part de leur position. Donc, nous avons transmis à l'enquêteur ces informations. Nous n'avons pas eu directement, depuis lors, des gens qui sont venus ajouter une plainte auprès de la municipalité ou qui ont demandé à être entendus directement à la municipalité. Par contre, ces personnes pouvaient demander via les autres qui étaient déjà impliqués à être entendus par la personne qui a fait l'enquête administrative. Mais nous n'avons pas eu à la municipalité de demande directe. Aujourd'hui, est-ce que ces personnes sont libres de parler? On entend beaucoup dire je n'ai pas le droit de parler, je n'ose pas parler. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est d'abord il y a un devoir de réserve et un secret de fonction. Si la personne est touchée par une situation difficile, elle a le droit de s'exprimer, notamment auprès de la personne de confiance. Et ça, j'ai rappelé à plusieurs reprises qu'il y avait une personne de confiance. On en a même ajouté une autre personne de confiance. Qui sont ces personnes de confiance? Alors, je ne sais pas si je peux citer les noms, mais on a une qui est une entreprise et avec plusieurs personnes de confiance possibles. C'est connu de l'administration. On a une autre personne que nous avons désignée notamment par rapport au service d'administration générale. Je sais que des personnes sont allées trouver la personne de confiance. Moi, je ne reçois que la facture. Et s'il y a un signal important, la personne de confiance va nous dire « Attention, là, il y a un problème ». Dans le cas précis, c'est plutôt une forme de soutien et d'accompagnement des personnes qui sont en souffrance. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me garantir que la municipalité entière respecte son devoir de protection de la santé et de la personnalité de son personnel? Alors bien sûr que c'est le souhait, le vœu et la volonté de la municipalité de respecter l'intégrité des personnes, de lutter contre toute forme de harcèlement, contre toute forme de mobbing.
Contre toute forme de mobbing, parce que c'est vrai que ce terme est essentiel aujourd'hui dans cette discussion. C'est un terme que vous avez réfuté dans les articles, notamment du 24 heures et de La Côte. Aujourd'hui, est-ce qu'il est question de mobbing, Daniel Rossella? Non, pas du tout. Il n'y a pas de changement. Ce que je peux vous dire, c'est que les conclusions du rapport que j'ai pu voir montrent qu'il n'y a pas de harcèlement, qu'il n'y a pas de mobbing, qu'il n'y a aucun aspect pénal dans les conflits auxquels nous avons dû faire face. Pas de mobbing, encore une fois, ou pas de plainte pénale, les deux sont liés. Est-ce qu'il existe du mobbing ou non au sein de l'administration communale de la ville de Nyons, Daniel Rossella? Alors, à ma connaissance, pas. Si quelqu'un se plaint de mobbing, eh bien, on va immédiatement, évidemment, ouvrir une enquête. C'est ce que nous avons fait dans le cas précis. Il y a des voies qui existent. Encore une fois, il y a une volonté de la municipalité de faire en sorte que ça ne puisse pas exister. Ce n'est pas totalement impossible. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a des situations quand même difficiles. On l'a eu déjà, où il y a eu des accusations de mobbing. On a mené des enquêtes et le résultat était que ce n'était pas du mobbing. Ça veut dire qu'il y a un chef qui a dit à son adjoint ou qui a dit à un collaborateur que la situation n'était pas bonne, que le travail n'était pas satisfaisant. Il y a une réaction de la part de la personne qui s'était fait ainsi recadrer, je dirais, en disant c'est du mobbing. On a dit on fait une enquête. Et jusqu'à maintenant, dans plusieurs situations, on s'est aperçu que non, ce n'était pas du mobbing. C'était peut-être fait de manière maladroite, une remise à l'ordre ou un recadrage, comme on dit. Et la différence, elle est extrêmement subtile et ce n'est pas si facile parce qu'il y a le ressenti d'une personne qui est choquée, peut-être, peut-être qu'il y a eu de la maladresse, peut-être qu'il y a eu même des propos blessants par rapport aux compétences de quelqu'un, mais que ça ne correspond pas à la définition du mobbing. Enfin, pour terminer, par rapport au calendrier, quelle sera la suite des événements ? Alors, la municipalité, après avoir pris connaissance de l'entier du rapport, va au cours des prochaines semaines proposer des sanctions. Il y en aura probablement 2. Ce n'est pas encore déterminé, mais sur la base des propositions du juge, il faut savoir que ces personnes auront le droit d'être entendues. Et c'est seulement après les avoir entendues qu'on pourra confirmer d'éventuelles sanctions. Je répète qu'il n'y aura pas de licenciement. Ce n'est pas prévu et pas recommandé par le rapport, mais qu'il y aura un certain nombre d'analyses, d'audits qui seront faits de manière à améliorer les choses au niveau structurel. Prochain rendez-vous également le lundi 8 novembre, date du prochain conseil communal à Nyons. NRTV évidemment sera présente. L'occasion pour moi de rappeler que nos micros sont ouverts. Daniel Rossella, est-ce qu'on pourrait terminer cette interview en me promettant que vous ferez des points réguliers de la situation sur ce plateau ? Alors d'abord, il faudra voir le calendrier. Bien sûr que je ne veux pas faire des promesses à ce jour, puisqu'il y a 2 types de communication qui pourraient être faites. Il y a des communications aux personnes concernées et on doit respecter la personnalité des gens. Ça veut dire qu'on ne va pas communiquer sur les mesures qui pourraient être prises auprès de certaines personnes. Il en va du respect de la personnalité. Il ne peut pas y avoir une double peine non plus. Ça veut dire que c'est déjà suffisamment difficile quand une situation de ce type est médiatisée pour les personnes concernées. Par contre, au niveau des analyses qui seront faites, bien sûr qu'on fera une communication, on devra certainement informer le conseil communal. Je rappelle en passant que, notamment au niveau du service RH, où on a constaté quelques carences, le conseil communal avait refusé des postes supplémentaires que nous estimions nécessaires. Ça veut dire qu'on va s'interroger, est-ce que l'effectif du service RH est suffisant par rapport à 550 collaborateurs ? Il y a des carences, il ne s'agit pas de porter un jugement sur les gens qui sont actuellement au sein du service RH, mais on doit constater qu'il y a un certain nombre de choses qui auraient pu être faites autrement. Donc, on doit se pencher sur cette question. Donc, les informations que nous ferons seront liées à ce que nous avons le droit de communiquer. Elles viendront au moment opportun, c'est-à-dire quand on aura des rapports. On ne peut pas préjuger avant l'enquête administrative quelles vont être les conclusions. On ne peut pas décider qui est victime et qui est bourreau.
on doit attendre les résultats. Et ensuite, on ne peut pas préjuger du rapport qui sera fait à l'issue des audits que nous allons lancer. Et c'est sur la base de ces rapports que la municipalité pourra proposer des modifications structurelles. Certaines pourraient avoir une incidence financière qui seront évidemment l'objet d'un préavis qui sera déposé au conseil communal. Une incidence financière notamment aussi auprès de la population. C'est pour ça que ces questions restent ouvertes, qu'il y a aussi des questions à porter et à répondre auprès de la population. C'est là où j'aimerais aussi avoir aujourd'hui votre accord, le fait que vous puissiez répondre à ces questions la prochaine fois. Alors, je pense que la population attend qu'il y ait une administration exemplaire. C'est normal. Et une administration exemplaire, c'est une administration où il y a un climat de travail qui est favorable et où il n'y a pas de harcèlement, qu'il n'y a pas d'attaque contre les gens, qu'il n'y a pas d'atteinte à l'intégrité personnelle. Je pense que c'est normal que la population attende ça d'une administration et par conséquent de la municipalité. Ce qui n'est pas le cas à présent. Mais encore une fois, sur 550 personnes, il n'est pas impossible, ou c'est même assez probable, qu'il y ait à l'occasion ou dans certaines circonstances des conflits. On doit essayer de les gérer, ces conflits. Et on essaye de les gérer le mieux possible, mais encore une fois, par rapport à une entreprise privée où ça aurait été décidé très vite, là, on a malheureusement un processus qui est beaucoup plus long et qui engendre malheureusement davantage de souffrance. Daniel Rossella, il me faut conclure cette interview. S'il y avait le mot de la fin, à qui doivent aujourd'hui, encore une fois, s'adresser les personnes? Parce que c'est vrai qu'on a commencé cette interview en parlant de souffrance, de personnes en souffrance. À qui est-ce qu'elles peuvent aujourd'hui s'adresser en toute confiance? Alors, pour garantir l'anonymat, les personnes peuvent s'adresser à une personne de confiance, en l'occurrence Movis, qui a été choisie, c'est l'entreprise dont je parlais tout à l'heure qui a été choisie, et cette personne de confiance va, le cas échéant, tirer la sonnette d'alarme auprès de la municipalité en garantissant l'anonymat de la personne et la confidentialité de la personne qui a souhaité s'exprimer. Donc, c'est certain que parmi les mesures que nous allons devoir prendre, il y a des mesures d'accompagnement. On ne peut pas imaginer qu'à l'issue des conflits qui ont existé et qui ont probablement été agrandis encore à cause ou de l'enquête qui était nécessaire, les gens reviennent au travail comme si de rien n'était. Ça veut dire qu'on va devoir accompagner le retour au travail et on va devoir reconstruire un climat de confiance. On va devoir reconstruire un climat de respect qui permette aux gens de travailler ensemble. Donc, il y a une phase un peu de vérité et de réconciliation qui passera peut-être par des phases d'excuses et de pardon, parce qu'autrement, on ne peut pas imaginer que des gens puissent travailler correctement ensemble après une épreuve aussi lourde que celle qu'on vient de vivre. Donc, on va prendre des mesures pour que les personnes qui sont aujourd'hui en souffrance et qui sont dans l'incertitude, c'est une épreuve difficile, qui sont dans l'incertitude de leur avenir, au moment où on va leur dire, voilà, maintenant vous pouvez revenir, mais voilà ce qu'il faudra améliorer, il faut que ces personnes puissent être accompagnées et que l'ensemble du service, notamment de l'administration générale, mais aussi la collaboration entre des chefs de service qui étaient en conflit, que ces personnes puissent à nouveau travailler ensemble, pour autant qu'elles souhaitent évidemment revenir au travail. Daniel Rossella, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci.